Est-ce que la 3D, c'est une histoire de point de vue? Je sais pas. Ils sont où mes 3D? Alors, 2. Il est où le troisième? Bon, c'est pas grave. Bonjour Cécile. Bonjour Emuman. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, je suis en compagnie de Emuman, mais également Roudoudou, Flo et Medbel. Bonjour l'équipe. Coucou. Hello. Salut. 3D. Eh bah oui, le sujet abordé, c'est Roudoudou qui s'y colle cette fois. Ah. Il y aura un peu de 3D dedans. Ah. Génial, j'ai hâte d'écouter ça. Mais avant, un peu d'actu. Ah bah oui, et qu'est-ce que c'est? Ah Des fails. Bah en fait, fails. oui, c'est la suite des fails de l'été, parce que j'ai pas eu le temps de tout dire l'autre fois quand même, donc Ah. voilà, il y en aura un petit peu Ah. plus. Il était une fois. Donc oui. les fails. Moi Oui, Des tu bugs lis les titres. Ah, des bugs. Juste les titres? Ouais. Oui. Bah des bugs. Voilà. Ah, en août, une mise à jour de Windows 11 s'est mise à supprimer les données des SSD. Le coup de la panne. Une panne de téléphone et Internet en Seine-Maritime, causée par des gros rongeurs, certainement des ragondins, selon Orange, qui ont grignoté 24 câbles de la fibre. Miam, miam, miam. Au Texas, c'est une balle perdue qui a coupé Internet pour plusieurs milliers de foyers. Comme c'est pas étonnant. Des petits trous. Une faille trouvée dans la solution du chiffrement déployée pour sécuriser les failles existantes dans le réseau Tetra utilisé par la police et les militaires un peu partout dans le monde. Une attaque civile aurait été revendiquée par la crypto-monnaie Monero, prétendant avoir le contrôle de 51% du réseau. Un rançongiciel est capable de contourner le Secure Boot. Le nouveau rançongiciel hybride Petya abuse d'une vulnérabilité pour contourner l'UEFI, le successeur du BIOS, de Secure Boot et de prendre la main avant même le chargement de l'OS. De la fuite aussi. Plus de 500 paquets de logiciels sur NPM infectés par un ver auto-répliquant qui vole les mots de passe pour les republier sur GitHub. De quoi donner envie de se mettre au Node.js. De la surveillance. Voilà. Sketcher vend des chaussures pour enfants avec un emplacement caché pour y dissimuler des AirTags. Mhm. Depuis 2022, l'armée israélienne a conclu un accord suffisamment vaste avec Microsoft pour que la société stocke 11 500 téraoctets de données largement issues d'un programme de surveillance et de ciblage de la population palestinienne construit par l'unité 8200. Selon un rapport récent. Rapport. La police belge supprime ou corrige trop rarement des informations inexactes ou dépassées qu'elle conserve souvent au-delà des délais légaux. Oh. Ah bah alors, ils font comme dans France, dis donc, Medbel. ouais. Ne vous inspirez ouais. pas de Bienvenue nous, au enfin. Bienvenue au Et club. nous, on a un Windows XP. Hein. Ah oui. Bah oui, vous êtes un peu en retard aussi. Et il y a des soucis avec le mécanisme de vérification de l'âge sur les sites pornographiques. L'anonymat promis n'est pas exactement là, avec notamment les images de la webcam qui se baladeraient. Oh, qui aurait pu prévoir hein. C'est pas comme si on n'avait rien dit. Hein. Et enfin, en Asie et en Afrique, au moins, il semblerait que certains téléphones Samsung aient un spyware israélien préinstallé nommé Aura. Oh, comme notre région, dis donc. Ouais. Ah oui, pas, tiens. hein. Les GAFAM sont là. Ah. Amende de 2,95 milliards d'euros pour Google en Europe pour avoir abusé de leur monopole sur le marché de la publicité en ligne. Ah. La CNIL a sanctionné Google à hauteur de 325 millions d'euros en raison de l'affichage des publicités dans Gmail sans le consentement préalable des utilisateurs et de l'installation de cookies lors de l'ouverture d'un compte Google. Cette décision fait suite à une plainte déposée par Noib en 2022, l'organisateur estimant que Google enfreint les dispositions du RGPD, notamment en ce qui concerne la manière dont le consentement des utilisateurs est obtenu pour le suivi publicitaire. Du copy wrong. Les ayants tous les droits s'en sont pris encore aux outils qui permettent de récupérer ceux qui ont le droit de notamment les convertisseurs YouTube vers MP3. Pendant ce temps, ils veulent également, encore une fois, embêter les reconditionneurs avec Tascatax.
Oui, c'est parce que c'était Catherine Tasca à l'époque Ah oui. qui a fait voter ça. Faussement nommée taxe copie privée, puisqu'ils veulent en même temps nous interdire par tous les moyens de faire de la copie privée. Payer 3 fois pour un truc qu'on n'a pas le droit de faire, c'est fatigant. Et le droit d'auteur est aussi la nouvelle arme brandie pour empêcher les bloqueurs de publicité. L'éditeur Axel Springer a en effet tenté de faire interdire ces outils en Allemagne. De l'IA, ça, IA. Des centaines de milliers de conversations semblables d'usagers sur le chatbot Grok, l'IA de Musk, ont été rendues publiques puis indexées par Google, Bing, DuckDuckGo, rendues accessibles à tout internaute. Depuis, Grok a fait encore mieux avec des propos tellement négationnistes que le gouvernement français a saisi la justice. Perplexity se plaint des requêtes qui bloquent Cloudflare sont légitimes et déclenchées par des demandes des gens et non des robots d'indexation. Oui, enfin, dans tous les cas, c'est gonflant. Google signe un code bonne de conduite sur l'IA avec l'Union européenne, fin de la blague. Mais ah ouais, Gemini, l'IA médicale de Google, a halluciné des ganglions inexistants dans le cerveau. Encore une étude sur les effets de l'IA. Cette fois, c'est là, sur la coloscopie. Après juste quelques mois d'assistance par l'IA, les médecins arrivent moins bien à diagnostiquer les cancers. Bah, mon côlon. Ah, mon colon. Ça trop le cul. Ça c'est une nouvelle attaque pour injection de prompt qui ressemble à la sténographie. Stéganographie, c'est autre chose. La sténographie, c'est quand tu prends des notes et la stéganographie, c'est quand tu caches des trucs. Yes. L'attaquant inclut le prompt dans une image de façon qu'il soit invisible aux humains, mais devient lisible lorsque l'image est rééchantillonnée pour être réduite en résolution. Un rapport du MIT indique que 95% des entreprises auraient zéro gain mesurable sur les 30 milliards de dollars déposés dans l'IA générative. Une étude de Checkmarx nous apprend que 81% des ordinateurs utilisant de l'IA livrent du code vulnérable. À Stanford, ils étudient le workshop les trucs inutiles générés par des employés fainéants pour faire semblant qu'ils encombrent les boîtes de mail. Ah, attends, mais du coup, c'est pas workshop, c'est workslop, c'est ça, c'est un jeu de mots. Ah ouais, oula, ouais, workslop, oui, en effet. Une étude de Yale indique que l'IA aurait peu d'impact sur le marché du travail. À compter du 3 novembre 2025, certaines de vos données LinkedIn seront utilisées par l'intelligence artificielle générative. Next vous explique comment refuser. Oui, parce que c'est activé par défaut, évidemment. Ouais. L'arrivée de Tilly Norworth, l'actrice générée par l'IA, ne passe pas dans le monde du cinéma. De nombreux acteurs et actrices ont élevé la voix contre cette tendance. Et moi, je vais revenir sur LinkedIn. Effectivement, depuis début novembre, nos données sont récupérées pour aller alimenter les IA. Oui, pour entraîner. T'es même pas au courant. Il n'y a aucun message non, ils pour vont pas signaler. te le dire. Voilà, oui. Et du coup, tu es obligé toi-même d'aller dans tes réglages pour empêcher ça. Il faut le savoir. C'est ballot. Hein. En vrac. Le Sénat dénonce dans un rapport la multiplication des conciergeries administratives. Des sites souvent ressemblant à leur version officielle proposent de réaliser des démarches administratives à la place des usagers perdus en leur estorquant de l'argent au passage. Ah oui. Ah bah oui. Trump demande à Microsoft de virer sa nouvelle directrice des affaires publiques. Donald Trump a publiquement demandé à Microsoft de révoquer sa nouvelle directrice des affaires publiques, Lisa Monaco, au motif qu'elle serait corrompue. Ah oui. Et elle représenterait une menace pour la sécurité nationale. Elle a précédemment exercé comme procureure spécialiste des questions de cybersécurité auprès de l'administration Biden. Des choses à se reprocher, Donald ? Et enfin, Qualcomm va acquérir Arduino. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour l'ouverture de la plateforme. Eh bien, c'est tout pour l'actualité des failles de cet été. Ouf. En effet, on a fini. Ah. Bon, il y a juste avant décembre. Il y aura juste les failles du mois la semaine prochaine. Hein, c'est ça, exactement. Du coup, j'ai voulu couper un peu quand même. Allez, nous allons écouter une musique qui va vous mettre dans l'ambiance du sujet de notre roudoudou. À tout à l'heure.
Alors, qui sait qu'est-ce que c'était la musique? Levez le doigt. Ah, toi, tu sais. Je sais, je l'ai lu. Pareil, en même temps. Ah, ça m'étonne pas. Et alors, vous avez deviné? Oui, on l'a lu. C'est le thème de Tomb Raider. Mais oui, le thème de Tomb Raider 1996, les enfants. Ouais, mais j'ai jamais joué, moi, donc... Plein de On nostalgie. est bien tombé. Il faut y jouer. Ouais, mais bon, avant de tomber raide, on va écouter Roudoudou avec sa chronique de geek. Ouais. Épisode 3. Coucou. Bis. Alors, rappel de l'épisode précédent, je regarde enfin des démos sur mon PC et je joue à Doom. Ouais, ça prague. Alors, la dernière fois, on avait dû couper, c'était un peu trop long, mais je voulais aussi vous parler des ordinateurs qui étaient reliés entre eux quand on faisait nos Doom parties et qui occasionnaient régulièrement des fuites de courant quand un des PC n'était pas raccordé à la Terre et on se prenait des châtaignes dans les doigts quand on touchait les câbles ambiance. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un des premiers logiciels que j'ai eu sur mon 486 qu'on avait récupéré sous le manteau et qui est une pierre angulaire de la démo et du jeu vidéo. Et ce soft-là, c'est 3D Studio, 24 000 francs hors taxe. Ouais, c'est abusé. Impossible à acquérir légalement, ce truc, mais Non. tout le monde l'avait, en particulier dans le monde des démo makers, qui réutilisaient dans leur moteur 3D les objets fournis avec le logiciel. Et c'est ainsi qu'on a eu pendant des années des canards, des masques et des théières en 3D dans les démos PC, et même un peu sur Amiga. Côté jeux vidéo, toutes les images et cinématiques des années 90 ont été réalisées avec ce soft. Et comme ce n'était pas vraiment un ray tracer, on reconnaissait le rendu assez artificiel à des kilomètres, avec aussi beaucoup de gris dans le rendu final. Parce que le gris, c'est une couleur moyenne, donc ça permet de faire un peu toutes les couleurs avec. Quant au prix, ils le savaient chez Autodesk qu'on ne pouvait pas se le payer. Alors, ils avaient publié 2 énormes pavés pour apprendre à s'en servir. Malin, si tu peux pas payer 24 000 balles, achète au moins le manuel, en 2 tomes. Ça fait bon comme qu'elle porte. Voilà. Et là, donc, c'est la transition qui tue. On récupérait des logiciels, mais les virus dans tout ça. Ah bah oui alors. Hein. Tchoum. Eh ben, je vous avais dit précédemment qu'il n'en existait pas sur Amstrad. Eh bien, sur PC, la machine devient beaucoup plus vulnérable à cause de son support de masse. Donc le support de masse, c'est le disque dur en permanence branché, sur lequel l'ordinateur démarre et charge le système d'exploitation. Comme le système d'exploitation est un logiciel comme un autre, et qu'il est sur un support inscriptible, le disque dur, il est donc modifiable. Le virus s'insère dans le code de démarrage, et même si on éteint la machine, il revient en mémoire au prochain allumage. C'est la différence majeure avec mon vieil Amstrad, mais aussi les Atari, Amiga. Alors Amiga, je suis pas sûr, mais a priori le système d'exploitation était en ROM. Voilà, donc la ROM à lecture seule. Bon, clairement, j'ai eu aucun souci de virus pendant des années, en fait jusqu'à l'arrivée d'Internet sur l'ordinateur. J'avais des sources fiables, on passait de temps en temps l'ordinateur au scanner et tout allait bien, sans parler que je n'utilisais toujours que DOS, même s'il y a eu des virus DOS. Apparaît alors un nouveau type de logiciel utilitaire, les chercheurs de virus, autrement appelés scanners. À cette époque, il n'y avait guère d'autre que McAfee, alors, je précise dans mon souvenir. On récupérait des versions de l'antivirus car certains magazines étaient parfois assortis d'une disquette contenant différents utilitaires ou démos. Et mine de rien, grâce à ces outils, et sans rien faire d'autre que les utiliser, je m'étais fait quelquefois des petits billets en allant nettoyer le PC familial chez des copains. C'est ainsi qu'allait commencer la malédiction du « Ah, mais toi, tu t'y connais en informatique !» Eh ben oui. L'enfer. Le « tu t'y connais en informatique » est assez fabuleux, car il englobe littéralement tout le champ de compétences de l'informatique. Et même plus. J'ai un problème sur mon magnétoscope, du coup. Ah oui. Non, mais parfois ça vaut des coupes. Tu connais en informatique. Parfois ça vaut des coupes gratuites chez le coiffeur, donc c'est bien aussi. Alors, c'est vrai qu'à cette époque, comme je vous l'avais résumé, il fallait savoir mettre les mains dans le cambouis des fichiers de configuration. Il m'arrivait d'ailleurs parfois d'en mettre en place chez les potes en quelques minutes pour leur épargner les fastidieuses manipulations par la suite. On jonglait beaucoup avec nos périphériques internes, on s'échangeait les disques durs dont la configuration était manuelle au tout début. Il fallait rentrer dans le BIOS toutes les caractéristiques du disque dur, donc il fallait lire le nombre de têtes, de pistes. La détection automatique viendra bien plus tard.
Donc on savait programmer un peu et on touchait à tout. C'était pas rien, mais aux yeux des profanes, on savait tout. Voilà. Ça allait du conseil en achat d'ordinateur, dont je suis d'ailleurs toujours le responsable familial au sens large. Coucou Morgane, coucou Rémi, coucou mon oncle. Voilà. Au sauvetage de la dernière chance quand certains finissent par s'apercevoir que leur ordinateur est vraiment beaucoup plus lent que d'habitude. Parfois, des gens me demandaient de l'aide sur un logiciel totalement obscur parce que celui qui connaît l'informatique, il connaît ton logiciel obscur. Et le pire, c'est que j'arrivais à les dépanner par simple culture informatique qui consistait souvent à chercher dans un menu. Right. Ouais. Donc ils avaient raison. Bah oui, mais quand on sait pas quoi. Enfin, voilà. Donc sur les PC des copains vérolés, c'était la cour des miracles. Je passe mon Ça devait courir tout seul. je passe mon scanner en ligne préféré. Alors plus C'était tard, les PC ou les copains qui étaient vérolés? Donc mon scanner en ligne préféré plus tard, c'était House Call de Trend Micro, mais il y en a sûrement d'autres. Celui-là, c'était mon préféré. Ça se met rapidement à clignoter dans tous les sens. Il faut parfois plusieurs heures, quelques redémarrages et un peu de chance pour récupérer la machine. Voilà. Et pour finir sur le sujet des virus, il y a eu de grandes améliorations quand même, puisque Windows est livré depuis maintenant quelques années avec Defender et surtout qu'il est enfin efficace. Oui, parce que... Reste que les ordinateurs se mettent de toute façon à ralentir avec tous les trucs inutiles activés par défaut. Heureusement que je suis spécialiste de Windows. Spoiler, non, pas du tout, je m'en sers jamais en plus. Ouais. Et que ma non-connaissance de l'ergonomie Microsoft qui change de toute façon à chaque version ne peut plus me perdre. Oui, il est où le panneau de contrôle? Ah non, il n'existe plus. Non, non. Sacré panneau de configuration, tu veux dire, qui s'est transformé en paramètre, pas panneau de contrôle. À chaque fois, je me crois dans un supermarché qui s'amuse à changer les rayons de place tous les 3 mois. Mais bon, mais je diverge. Elle est belle ton image. Ouais, c'est ça. Donc les virus, j'ai pas trop connu. Après 3 années d'utilisation intensive, vraiment RAS. RAS du côté des virus, moins de l'obsolescence. Oh là là. Pour rappel, la puissance des machines double tous les 18 mois. On appelle ça la loi de Moore. Et donc, en 3 ans, un processeur équivalent à 4 fois la puissance de mon DX33 existe bel et bien. C'est le Pentium 90. Alors, il n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Faut que je vous raconte. On surveillait ce qui sortait avec les copains et la plupart des revues, qu'elles soient spécialisées ou simplement de jeux vidéo, parlaient régulièrement de matériel. Les premiers Pentium ne faisaient pas vraiment rêver avec leur fréquence d'horloge faible, 60 ou 66 MHz, alors qu'il y avait déjà des 486 à 100 MHz. Il y a même eu une version low cost chère à 50 MHz. Pire, on avait rapidement appris que le coprocesseur mathématique était buggé. Il réalisait certaines divisions avec une précision plus faible. Honnêtement, rien qui ne nous aurait gêné en tant que power user. Ça gênait surtout les scientifiques qui avaient besoin d'une très grosse précision sur des calculs avec beaucoup d'itérations. Intel améliore la finesse de gravure et rapidement, les Pentium 60 et 66 sont de l'histoire ancienne. Arrivent les P90, P100 et P120. La vie est un éternel recommencement, il faut surveiller les prix dans les magasins, le matériel. En prime, on commence à parler d'une mystérieuse mémoire appelée EDO, Enhanced Data Output, qui permettrait d'utiliser la pleine puissance du processeur sans ajouter de mémoire cache de second niveau. Diantre, encore des histoires de gamme pour tirer les prix vers le bas, tout ça. En fait, les Pentium étaient si rapides à leur sortie qu'on pouvait être surpris de leur vélocité. Mais la mémoire cache optionnelle était toujours d'une grande utilité, surtout que celle-ci carburait à la vitesse du processeur ou presque. On l'appelait cache pipeline burst, suivi d'un temps d'accès ridicule. Il fallait du cache à 10 nanosecondes pour un Pentium 100 et 8 nanosecondes pour un Pentium 120, à comparer avec la mémoire EDO qui était à 60 nanosecondes, donc 6 fois plus lente. Donc il fallait bien de la mémoire cache. C'est parti pour Paris. Objectif, revenir avec une nouvelle carte mère, un Pentium, de l'EDO et du cache. Et va falloir aussi une nouvelle carte graphique. Et là, il faut du cache. Il faut du cache. C'était l'expédition avec 2 potes direction Bastille. Et puis on continuait à pied jusqu'à la rue Montgalet. De là, on remontait la rue une première fois en épluchant les listings de prix placardés sur les vitres de chaque boutique. On ne rembourse pas.
J'avais depuis peu une carte bleue, fort de mes 18 ans, et c'était un bon instrument de négociation. Les poches remplies de liquide, je demandais une ristourne si je payais en liquide. Sinon, tant pis, je paierais en carte bleue. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais j'ai déjà pu gratter quelques dizaines d'euros. Hein. Enfin, c'était pas des euros à l'époque, mais j'avais gratté des sous. De quoi rembourser le transport. Alors, la rue Montgalet, je suis retourné la semaine dernière. Et il n'y a plus trop de boutiques info maintenant, c'est des boutiques de téléphonie. Hein. Ouais. Ah bah Voilà, oui. c'est une autre époque. Est-ce qu'il rembourse? Non, toujours pas. De retour à la maison, j'allais transformer ma machine, la mettre à jour. Une sacrée mise à jour, mais une mise à jour quand même. Et il faut que je vous parle du bateau de Thésée. Eh oui. Je vous cite Wikipédia. Ouais. Le bateau de Thésée est une expérience de pensée philosophique concernant la notion d'identité. Elle imagine un bateau dont toutes les parties sont remplacées progressivement. Au bout d'un certain temps, le bateau ne contient plus aucune de ses parties d'origine. La question est alors de savoir s'il s'agit du même bateau ou d'un bateau différent. Pour vous aider à trancher, je vais faire une autre analogie. Le corps humain remplace l'ensemble de ses cellules en quelques mois. Pourtant, vous n'avez pas l'impression d'avoir changé, non ? Moi, c'est pareil avec mon PC. Je gardais ma carte son, les disques durs, les lecteurs, le boîtier, l'alimentation, l'écran. Et même si je changeais drastiquement le cœur, c'était toujours mon ordi. Et cette fois, j'allais même pouvoir goûter aux joies de l'overclocking. Parce qu'on apprend rapidement dans la presse qu'en réalité, les Pentium 90, 100 et 120 sont issus des mêmes usines. Avec un peu de chance, mon Pentium 90 pouvait fonctionner à 120 MHz, en changeant de place un minuscule cavalier sur la carte mère. 30% de vitesse en plus, ça ne se refuse pas. Et, et ça a fonctionné du feu de Dieu. Hein. Du feu de Dieu. Il a cramé ton truc. J'ai tenté 133 MHz sans succès. En même temps, ces modèles n'avaient pas la même finesse de gravure ni la même tension de fonctionnement. Pire, le fameux cache Pipeline Burst à 8 nanosecondes que j'avais acheté n'était plus assez rapide à 133. Il aurait fallu du 6 nanosecondes, ce qui n'existait pas encore d'ailleurs. Pas grave, à 120 MHz, j'avais quand même économisé 2500 francs rapport au prix d'un vrai Pentium 120. Attends, mais du coup, tu refroidissais à l'eau ou pas alors ? Oh non, un petit ventilo, ça chauffait pas tant que ça en fait. D'accord, et il a pas brûlé. Donc, Alors, Après, il faut voir la stabilité dans le temps, mais ouais. avec une telle puissance, on redevient le roi du monde. Sachant que les éditeurs de jeux vidéo qui calibraient leurs jeux à ce moment pour le 486 DX266 ont aussi rapidement changé leur fusil d'épaule pour les Pentium. Le parc reste hétérogène et on commence à voir apparaître différents réglages dans les jeux vidéo. Jusqu'alors, ils étaient en VGA, très très rarement en Super VGA. Ces options vont devenir la base, c'est-à-dire qu'en fonction de la puissance de son PC, on pouvait choisir et régler le niveau de détail. Voilà. Le jeu en réseau se démocratise aussi. Doom n'est plus seul au monde à le proposer. Il y a pas mal de jeux de course, plus ou moins réussis. J'avais parlé des problèmes de réplication dans un sujet sur les jeux en réseau. Il arrive qu'on voit certains adversaires flotter ou changer de position bizarrement parce que les joueurs ne sont pas synchronisés entre eux. Certains jeux ont du code béton. Je pense à Descent, où on peut carrément rejoindre une partie déjà en cours, là où d'autres jeux imposent de démarrer ensemble. En parallèle de ça, on a quelques pépites de jeux vidéo qui sortent de nulle part. Certains sont encore légendaires aujourd'hui, et par exemple Tomb Raider, sorti en 96, dont on vient d'écouter la musique, qui avait déjà tout d'un grand. Des niveaux riches, avec un level design très soigné. Visuellement, c'est polygonal, pas très propre, mais qu'est-ce que c'est chouette comme jeu. C'était de la 3D. J'avais l'impression de redécouvrir Prince of Persia, mais en 3D, avec un scénar, vraiment des énigmes. C'est... Une archéologue. Des dinosaures. Et puis Lara Croft, quoi. Et oui. C'est loup. Quelques années plus tard, les processeurs ont arrêté de doubler de puissance tous les 18 mois. Mais un événement va marquer des années le jeu vidéo, la 3D FX. Oui. C'est une carte 3D à l'ancienne, comprendre que ça dessine des triangles. Et c'est presque tout. Par contre, elle le fait bien et vite. Jusqu'à présent, quand on avait de la 3D à l'écran, il fallait que le processeur fasse absolument tous les calculs. C'était si gourmand que les premiers objets en 3D étaient dits en fil de fer, à savoir uniquement composés de lignes. Ce n'était déjà pas simple, car il fallait savoir quand tracer ces lignes. Ça implique des calculs d'orientation, de visibilité,
de clipping. Quand une ligne déborde de l'écran, il faut la couper pour éviter d'aller tracer ailleurs dans la mémoire. Et enfin, la ligne, il faut la tracer aussi. Alors selon la méthode, on peut faire des additions, des comparaisons pour chaque point. Ou alors on peut faire une division et ensuite un calcul plus simple pour l'affichage. Mais même tracer une simple ligne, ce n'était pas si simple et encore moins rapide. Et la puissance des machines allant, toute cette gymnastique indispensable devient moins significative. Alors on voit apparaître de la 3D dite face pleine. Chaque face est remplie d'une couleur unie. Et puis on a eu des calculs de lumière sur ces faces, et on changeait la couleur selon l'orientation de la face ou la proximité de cette dernière avec une lumière fictive. Mieux, on affichait un dégradé sur cette face, c'est la technique dite de Gouraud. Je suis en train de vous faire tout le vocabulaire du Demo Maker en herbe des années 90. J'étais exactement en train d'imaginer un cube qui tourne et tout. C'est ça. Le Gouraud implique de calculer à chaque pixel s'il faut changer ou non la couleur pour une autre. Donc on voit que la complexité augmente énormément en rapport à une face remplie d'une simple couleur. Enfin, les années 90 ont vu débouler le mapping, à savoir que pour chaque extrémité d'une face, on donne une position dans une texture, un dessin, charge à la routine de mapping de calculer le déplacement dans cette texture pour chaque pixel. Rapport à Gouraud qui interpole une seule valeur, la lumière, on interpolait cette fois deux valeurs, les coordonnées X et Y. Ensuite, il fallait récupérer ce point dans la texture et l'afficher. C'était fini ? Non, on pouvait mélanger Gouraud et mapping. Alors là, on se retrouve avec 3 valeurs interpolées pour avoir un mapping et des calculs de lumière. Toute la puissance du 86 et même du Pentium était rapidement dépensée. Quand le jeu Descent sort, c'est le premier en vrai 3D et mapping corrigé, ça pédale un peu dans la semoule. Mon Pentium 120 est limite. Il faut dire que le mapping corrigé est encore plus exigeant. Pour compenser les variations de coordonnées dans la texture en fonction de la perspective, il faut régulièrement ajouter une division et quelques multiplications en nombre flottant lors du tracé. Ça devient très gourmand. Aussi, quand ces cartes graphiques arrivent, c'est une bouffée d'oxygène pour le jeu vidéo, surtout que beaucoup de studios n'avaient pas de codeurs aussi talentueux que ceux de chez Parallax Software ou ID Software. Je vous disais tout à l'heure que Tomb Raider était un peu cracra en termes de rendu graphique. Comme on avait coutume de dire, ça s'étirait sur les bords, dû à une mauvaise et coûteuse gestion de la perspective. Ni une ni deux, mettre en place un patch pour gérer la 3DFX avec le kit développeur se faisait en un tour de main, le jour et la nuit. Les murs de Tomb Raider retrouvaient une géométrie parfaite, bien mappée, en haute résolution et encore plus fluide. La console du moment, la PlayStation, était aux fraises, et le temps que la PlayStation 2 sorte, les cartes 3D sur PC auraient encore enfoncé le clou. Mais si les cartes 3D faisaient enfin tous les calculs d'affichage, qu'allait-on pouvoir faire avec la puissance de nos machines ? Pirater des films, bien sûr. Oui, des DivX. Des DivX, oui. Ça faisait quelques années que le CD-ROM était sorti. La compression vidéo était assez balbutiement. On parlait de FMV pour Full Motion Video. On avait des vidéos en plein écran, en général avec une résolution pas fofolle. Les mauvaises habitudes revenaient au galop avec des éditeurs qui faisaient des pilotes propriétaires de format vidéo pourtant libre. Ça. Alors, un hack du pilote MP4 de Microsoft circule à cette période sous le nom de DivX. DivX n'était pas encore une marque, encore moins un véritable codec pour compresseur-décompresseur. La plupart des films qui circulent alors, je me rappelle d'un Titanic en 3 ou 4 CD, ont une résolution grossière d'une qualité approchant la VHS, les vieilles cassettes vidéo. Et là, un ovni, je récupère 2 galettes. Je ne sais plus comment, mais je me retrouve avec un rip de super qualité du film Matrix. Ouais, tu avais dû le récupérer dans une démo partie. Nous sommes en mars 99. C'était un cousin américain. On est en mars 99 et le film n'est pas sorti en France. Officiellement, il arrivera 3 mois plus tard. Démo partie. Et à cette époque, j'avais le PC branché en permanence sur 2 grosses enceintes et un ampli. C'était parti pour le home cinéma. Et les potes qui vont défiler à la maison pendant des semaines pour voir le film. Et moi, j'avais beau l'avoir vu une 20aine de fois, on ira en bande le voir sur un écran géant, histoire de se prendre une deuxième claque. Qui a dit que le piratage nuisait au cinéma ?
le PC approchait sa mue définitive en véritable media center et machine à copier. Voilà, donc c'est sur ces derniers mots que s'achève cette chronique. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on parlera d'Internet. Ah non, c'est déjà fini. Ah ouais, moi j'aimais bien, ça m'a rappelé des souvenirs. Tomb Raider, j'étais encore au collège à cette époque-là et je rêvais de pouvoir l'acheter avec une copine. On s'était dit, si on achetait le jeu à deux, ça serait moins cher et du coup on pourrait se le partager. Ouais, c'était les rêves de l'époque. Et d'ailleurs, on collectionnait sur des disquettes les images, pas du jeu, enfin pas des screenshots du jeu, mais des vraies images que des artistes avaient fait de Tomb Raider, parce qu'à l'époque, elle était un peu moins triangulaire. Il y avait eu beaucoup de cosplay de la part d'actrices porno qui en fait rêvaient de se voir dans le film dont en fait il y avait des studios qui commençaient à parler de faire un vrai film. Et du coup il y avait beaucoup de jeunes femmes à très forte poitrine qui diffusaient des photos pour dire regardez comment je correspond bien au profil. Ah ouais, non mais c'était à la Silicon Valley. Non, c'est pas faux. Mais pour le coup, je suis passé à côté de celle-là. Vraiment. On n'avait pas les mêmes sites internet, je crois. Oui, non, je crois pas. Non, mais des trucs aussi. Non, mais je me rappelle qu'ils en parlaient à la télé et il y avait eu Vanessa Demouy, qui a une très, très forte poitrine aussi et qui faisait de la télévision. Ouais, chez AB, tout ça. Qui était venue sur Canal+, alors pas au Journal du Hard, elle était venue à Nulle part ailleurs, pour dire oh là là, Tomb Raider c'est trop bien, je le ferai. Enfin, vraiment, ça se battait pour avoir le rôle. Hein. Ah oui, finalement pas du tout, elles l'ont pas eu. Non, c'est Angelina Jolie. Oui. Vanessa Demouy, c'était la concurrente de AB, parce qu'elle était sur M6. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Autant pour moi. Eh bien, merci Roudoudou pour nous avoir replongé dans ton passé et nous allons écouter une petite musique. Ça rappelle plein de souvenirs. On fera des chroniques nous aussi, parce qu'on aura plein de trucs à raconter, je crois. Je pense. Avec plaisir. Ouais. Eh bien, on écoute une musique et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite.
J'avais sorti la boule à facettes là. Hein. Mais vous trouvez pas qu'elle a un petit goût de vintage ? Ouais, bah c'est marrant, c'est dans le titre là. Mais oui, ouais. exactement. Vas-y, parle, dis-le parce que Alors, toi tu as un accent en anglais parfait. Change into the vintage mode by Philip Dot et Damage. C'est dot du coup parce que dot, tu dis que dot, on dit underscore c'est point dot, s'il y a- voilà. dot Damage Okuto Force Moonshine Viral, voilà. Parfait. C'est tous les groupes et les machins, c'est des mots makers, ils sont partout, ils entendent C'est plein ça. de groupes. Et il s'agissait d'une musique qui a été produite lors de la Flash Party 2025, classée 4e à la Hot School Music Competition. Et on le rappelle que c'est une démo party qui est de l'autre côté en Amérique du Sud. Ouais. Cool. Et C'est au ça. couteau, c'est qu'elles sont vivants. Okuto no Ken, mais c'est autre chose, ça, c'est du... C'est ça. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Hey, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Underscore. Et qui Vous êtes- comprendraient pas, oui, vas-y. Vous êtes sur Radio Méga ou Cactus ou Westrack. Voilà. Bienvenue. Alors, on parle de culture numérique. Et aussi, on vous rappelle que nous sommes enregistrés dans les studios de Radio Méga. Sans eux, on n'existerait pas. Et une campagne de dons est officiellement en cours avec la campagne Action-Réaction. N'hésitez pas à faire un don à notre radio qui nous soutient et qui nous permet d'exister tout simplement. Ah oui, d'enregistrer, sinon il faudrait qu'on fasse ça chez nous et ce serait un peu le bazar. Oui, et Enfin, on a déjà essayé pendant le confinement, hein. ouais, mais on C'était est pas bien. pareil. Ici, on est comme à la maison. On est en bien fait. au studio, il fait bon. Ah, il est bien ce studio. Ouais. On passe à l'agenda. Ah ben oui, que j'arrive à Allez, cliquer. Flo. Voilà. Et si on démailnageait en 2025, Ah. Linux 07 vous fera une présentation du démailnagement. Enfin non, je sais pas pourquoi je dis. Oui, c'est parce qu'il y a mail Oui, dedans. oui. Nous essaierons ensuite de répondre. Enfin, ils essaieront Oui. ensuite de répondre aux questions de chacun, suivi d'un atelier participatif pour réfléchir à ses besoins. Donc moi, j'y suis déjà allé, c'était chouette à Vernou-en-Vivarais. Mais ce coup-ci, c'est mardi 2 décembre à 17h. Aux sources de Place du Pont à Saint-Sauveur de Montagu. Super. Les cafés numériques IA, utilité et limites. Découvrez ce qu'est l'IA. Ah bah pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Son utilité et ses limites. Les médiateurs numériques vous invitent ce trimestre à explorer le monde de l'intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs, conviviaux, accessibles dès 12 ans. L'entrée est libre sur inscription auprès de la médiathèque. Ce sera le 5 décembre à 15h30 à la médiathèque La Passerelle, à Place des Rencontres à Bourg-les-Valences. La résurrection des transistors, le cadeau qui tue, que tu fais toi-même. Un vieux transistor qui renaît en enceinte connectée, rechargeable en USB, avec une entrée mini jack pour les allergiques au Bluetooth. Comment tu dis Bluetooth ? Bluetooth, oui. Ouais. Là, c'est une bonne idée, mais c'est juste préférer celle qui fonctionne pas. C'est un peu dommage quand même de détruire des radios qui fonctionnent. Hein, mon côté collectionneur, là, bon, il aime pas trop. Mais Si ça fonctionne, évitez de la détruire. Voilà. C'est ça ? Ok. Prix 55 € plus le prix de la radio. Nombreux modèles disponibles de 15 à 50 €. Ou bien venez avec la vôtre Eh oui. si elle ne fonctionne plus. Si elle est cassée, hein, voilà, plutôt, s'il vous plaît. Inscription à greg.spiel avec 2 L @gmail.com ou 06 23 13 44 36. Vendredi 5 décembre à 18h à Laroux, au 8 ou 10 rue Mazet, à Chabeuil. Et oui, bah, de toute façon, il y a toujours toutes les infos sur underscore-radio.fm. Exactement, du lien et des Ouais. liens. Vas-y, MMU, Alors, accélère. voilà. Quelques sites autour de l'IA, tiens, on parlait d'IA, enfin, bon, contre, ou enfin, bon, voilà. Donc, vibecoded.lol, le site qui parodie tous les sites conduits par des IA, avec les sections empilées sans ordre logique, la bannière cookie chiante, enfin, tout ça, quoi, voilà. Vous aussi, vous en avez marre des gens qui vous envoient des trucs pondus par ChatGPT comme si c'était une vérité. Le site Stop Citing AI explique clairement pourquoi c'est une mauvaise idée et dans quel cas les LLM peuvent être utiles et dans quel cas c'est une très mauvaise idée. Le site lowbackgroundsteel.ai recense les jeux de données d'avant l'IA, donc pas contaminés. Hein, c'est comme avant l'acier, avant les essais nucléaires. Et un peu de retour pour finir, l'Apple II Desktop sort en version 1.5 bêta 1. Oui, il y a des gens qui mettent encore ce bureau à jour qui vient comme celui du Macintosh qui était publié initialement en 86. Voilà. Astrologique, frottons cette boule. Roudoudou, on t'écoute.
Sysadmin, si je devais installer un serveur pirate, je le nommerais Rackable le Rouge. Librest, donc Windows veut plus démarrer, mais Linux non plus. C'est un double boot, il boude 2 fois. D'accord. Old School. Bébé, 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 bébé. Sors ton modem, que les fichiers viennent. Ouais, ça. Technophile, Deoliba, c'est le CRM qui sont bons. Eh oui. Suivant. Eh ben, codeur. Oh pardon, si tu demandes à l'IA, attends-toi au plagiat. Procrastinateur, il est tout doux. Ah, il est pas rugueux, non, il est à faire. Et bah là, et à faire, il faut qu'on se dise au revoir. Il Oui, est c'est dur, vrai. hein. Ciao, que c'est l'heure. ciao, salut. Bye bye. À la Bye semaine bye. prochaine. Bye bye. Salut.